Alors, les causes structurelles de l'inflation. Donc, on se répète. Donc, on a une inflation par la demande, on a une inflation par les coûts, on a une inflation de type monétaire. C'est déjà 3 types d'inflation différents. Alors maintenant, il y a une inflation de type structurel. Insuffisance de concurrence et problème de compétitivité. Alors là, on serait dans, c'est pas la demande qui est trop importante, mais l'offre qui ne l'est pas assez. C'est que donc la moitié du commentaire de mon graphique de tout à l'heure. Alors, insuffisance de la concurrence. Eh ben, dans certains secteurs, il y a trop de concentration, il n'y a pas assez d'acteurs. Pense à la téléphonie. Les abonnements téléphoniques sont chers parce qu'il n'y a que 3 acteurs. Donc on a travaillé sur les prix de l'oligopole et du monopole, et on a compris que ce prix était beaucoup moins concurrentiel que quand précisément il y avait un grand nombre d'offreurs qui rivalisaient entre eux. Entente et concurrence monopolistique. La concurrence monopolistique, je vous rappelle, c'est la proposition de biens différenciés aux consommateurs de telle sorte que chacun de ces biens est perçu comme sans équivalent, sans concurrence par le consommateur. Donc, chaque produit est en position de monopole quelque part, et en conséquence, son prix va être élaboré comme celui d'un produit en situation de monopole, avec une rente de monopole. Donc, la concurrence monopolistique conduit, elle aussi, à la pratique de surprix très importante. Compétitivité prix insuffisante des entreprises. Donc là, les entreprises ne maîtrisent pas leurs coûts. Alors, je vous parlais du coût du travail, mais ça peut être aussi le coût des technologies, ça peut être le coût de l'organisation du travail, ça peut être tous les types de coûts supportés par les entreprises. Et puis, on peut avoir des causes socio-culturelles que l'on met aussi dans le... si vous voulez, c'est un compartiment des causes structurelles. Vous allez comprendre pourquoi. Là, il y a des pays qui essayent de lutter contre les inégalités sociales. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre les inégalités sociales ? Généralement, on ne choisit pas de baisser les rémunérations des plus riches. On va essayer de donner un coup de pouce à la rémunération des plus pauvres. Et en conséquence, on va faire augmenter soit les impôts, soit les charges sociales, soit les salaires. Ça dépend sur quel levier l'État va s'appuyer pour mettre en place ces politiques de justice sociale. Mais ça va avoir des influences, évidemment, sur le coût. Par exemple, on se dit, voilà, il faut que le travail vive mieux. Ben tiens, je vais augmenter le SMIC. Si j'augmente le SMIC, effectivement, ça augmente les coûts de production d'un grand nombre d'entreprises. Donc, c'est bien une cause socio-culturelle. Et puis, il y a la lutte pour le partage de la valeur ajoutée. Et là, c'est la lutte qui a lieu dans l'entreprise. Donc, la lutte qui anime le capital et le travail. Qui va accaparer le plus la valeur ajoutée et surtout qui va accaparer la valeur ajoutée supplémentaire produite par les entreprises. Et en fonction des réponses, bien évidemment, ça va être plus ou moins inflationniste. Donc si c'est le travail qui l'emporte, donc au détriment du capital, le capital va entre guillemets se venger et répercuter ses hausses de salaire dans ses prix. Donc on le voit bien là aussi, et c'est socio-culturel parce que effectivement dans certains pays il y a la paix sociale et il y a la négociation dans le calme qui se produit, on arrive toujours à un accord. Je pense à nos amis allemands par exemple. Puis il y a des pays où ça se passe beaucoup plus mal et où effectivement c'est des rapports assez agressifs entre le capital et le travail et ça conduit parfois à des augmentations de rémunération qui sont insupportables pour le système économique. Alors, il y a des mécanismes propagateurs, en plus, donc qui vont intervenir comme des causes structurelles. On en a déjà mentionné 2. L'indexation automatique des salaires sur les prix. Très mauvaise chose, parce que ça, on sait que c'est une machine à fabriquer de l'inflation. J'ai le prix qui augmente de 10%, je sais que mes salaires augmentent de 10%, et ça y est, je suis parti dans le processus inflationniste. Le deuxième, la répercussion automatique des hausses de coûts sur les prix. Donc ça, c'est un comportement d'entrepreneur. Je vous ai dit,
que dans un monde concurrentiel, ça ne devrait pas trop avoir lieu. En fait, cette problématique est très actuelle. Alors, je vous rappelle que le gouvernement a décidé d'augmenter la TVA de 1,6 point. Et la grande question, c'est est-ce que ça va entamer le pouvoir d'achat des Français ou pas? La réponse, elle est dans cette ligne. Est-ce que les entrepreneurs français vont répercuter automatiquement la hausse de la TVA sur les prix? Hein, c'est une vraie question, puisque dans le même temps, ils auront bénéficié d'un allègement de charges sociales. Donc le coût du travail va baisser. Et le coût du travail va baisser plus que proportionnellement, c'est normal, que la hausse de la TVA. Alors qu'est-ce que vont faire les entrepreneurs? Et dans ce qu'ils vont faire, eh bien, on a la réponse. Est-ce que ce mécanisme de TVA sociale va être inflationniste et destructeur de pouvoir d'achat des Français ou pas? La solution, encore une fois, ne sera pas aussi simple que ça. Ce ne sera pas tout ou rien. Ce sera au milieu. Ce sera partiellement répercuté et partiellement absorbé. Et puis, il y a les anticipations inflationnistes des agents économiques. Par exemple, on sait très bien que quand il y a une augmentation du prix du carburant qui est annoncée, ben les gens se ruent à la pompe pour faire le plein avant l'arrivée du carburant. Bon, imaginez donc, l'anticipation de l'inflation engendre une augmentation de la demande. Bon, dans le cas du carburant, l'offre peut suivre, mais on pourrait trouver des exemples où l'offre ne peut pas suivre. Et donc là, on aura un déséquilibre entre la demande et l'offre et une augmentation du prix. Donc, anticiper de l'inflation et avoir des comportements qui correspondent à cette anticipation, là, c'est généralement créer finalement de l'inflation. Hein, quand toute une population agit de la même manière, le résultat est certain. Donc, il faut bien comprendre comment les ménages, les agents économiques vont anticiper les phénomènes inflationnistes. Et c'est très très compliqué ça. Hein. C'est très très compliqué. Ça dépend vraiment de la perception qu'ont les individus. Et cette perception, j'ai bien peur, n'est pas du tout rationnelle. Quand les individus pensent c'est une flambée des prix, ça va durer 2 mois, puis après, on va revenir à des choses beaucoup plus sages. Soit ça altère absolument pas leur consommation, comme s'ils n'avaient rien vu. Ils vont juste prendre un petit peu plus sur leur épargne, passagèrement, pour arriver à absorber le choc inflationniste. Ou bien, ils vont se dire « Oh, c'est passager, je veux m'acheter des biens d'équipement assez coûteux, je vais attendre que les prix rebaissent. » Et donc, on va avoir des comportements d'attente sur la consommation. Ou alors, ils pensent que ça va être hyper durable, qu'on est parti dans une inflation sur plusieurs années, et là, ils se disent « De toute façon, les prix ne feront qu'augmenter. » Donc, qu'est-ce que je fais? Je consomme tout de suite parce que c'est aujourd'hui que c'est le moins cher. Vous voyez, je viens de vous donner 3 scénarios totalement différents, qui dépendent absolument du ressenti des agents économiques par rapport au phénomène inflationniste. Du ressenti. Objectivement, on ne connaît pas le futur. Hein. On ne sait pas si ça va durer longtemps, si ça va augmenter, si ça va baisser. On ne sait pas. Il y a des études économiques, mais de tout à chacun ne connaît pas les études économiques, et les études prospectives, elles sont là aussi pour se tromper. Donc c'est vraiment la perception des agents qui va faire les conséquences de l'inflation.